Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver comme tous les autres jours sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 2 avril 2025 et nous allons parler économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une filière qui n'est pas souvent sous les feux de la rampe mais qui constitue un énorme potentiel. Il s'agit du karité. En 20 ans, la demande internationale de karité et de ses dérivés a explosé dans les secteurs du chocolat et de la cosmétique. Aujourd'hui, en effet, ce sont les amandes du fruit qui sont exportées essentiellement vers l'Asie, alors que les dérivés, notamment le beurre, se vendent 2 fois plus cher. Les opérateurs du secteur souhaitent donc créer plus de valeur ajoutée pour exporter le moins d'amandes brutes possible. Les défis du secteur du karité face à la mondialisation, on en discute dans Mercredi Économie avec Alexandra Djoton. Des balances non conformes à la réglementation, des instruments de mesure fantaisistes. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité a entamé la chasse au filou. Méthode choisie, des descentes inopinées pour des inspections et le moins qu'on puisse dire est que plusieurs instruments ont été saisis. On vous en parle. Un peu de culture aussi dans cette émission. On sera avec Amir Ali pour évoquer Le Trône de Béhanzin, une œuvre qui retrace l'histoire du roi Béhanzin depuis sa prise de pouvoir jusqu'à sa capitulation et son départ pour l'exil en Martinique, une comédie musicale, un beau portrait qui échappe au manichéisme et qui propose une entrée historique aux amoureux d'histoire et de culture. Vous allez le voir dans la suite de cette émission. Et dans 5 sur 7 matin, dans le forum de discussion, on évoque le 6e Grand Prix littéraire du Bénin, créé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et mis en œuvre par l'ADAC. Le Grand Prix littéraire du Bénin est une compétition nationale annuelle qui célèbre l'excellence littéraire béninoise depuis sa création. Cette manifestation s'impose comme un véritable tremplin pour les auteurs béninois en mettant en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire nationale. Je reçois des acteurs qui ont la double casquette, la double réputation, même j'allais dire, d'être tous deux journalistes culturels, mais aussi lauréats d'un des prix en jeu. Génial Afouda, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Ça va? Bon, on a la forme. C'est un plaisir, comme toujours, de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Et quand vous êtes là, c'est pour le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV. Les autres grands formats sont à suivre dans le reste de la journée. 5 sur 7 matin, tout de suite et maintenant, le bulletin d'information. Bienvenue à toutes et à tous au bulletin de ce 2 avril. Depuis quelques mois, les habitants de certains quartiers de Cotonou se plaignent de pénurie d'eau potable. Le reportage qui suit montre une situation de stress hydrique à Kpakpa et surtout en périphérie. Face à la situation, le gouvernement s'active et bientôt, c'est la fin de la détresse. Estelle Pazour, Amato Lawani et Simon Villon nous en disent plus. Une fois de plus, Georges n'a pas d'eau dans son robinet. Son murmure à peine audible est sa façon d'exprimer son agacement. À Kpakpa où il vit, l'eau potable est devenue une denrée presque rare. Quand tu sais que tu vas boire de l'eau, donc tu vas veiller. Quand tu veux prendre le bidon de 22, tu ne peux pas remplir ça avant 5 heures. Tu as commencé à 2 heures du matin, ça ne peut pas remplir jusqu'à 5 heures du matin, tu vas rester là jusqu'à fatigué. Pour amortir la pénurie, voici son stock de la journée. Un stock qui servira aussi pour la cuisson des repas. Non loin, Jean-Claude vit la même situation. Cela fait 1 an qu'il n'a plus d'eau à cette heure de la journée. Et même quand il fait la veille, ce n'est pas gagné. Des fois, quand on se réveille vers 4 heures du matin, et qu'on va à la douche, qu'on essaie des fois, il y a un semblant d'eau qui sort. Jusqu'à pendant 1 heure de temps, ça sort un peu, donc on a le temps de faire de petites réserves. Chez lui aussi, l'habitude a pris ses marques. Ses bidons, il les remplit chaque fois qu'il se rend en ville. Georges et Jean-Claude vivent la situation en silence, mais certains ont décidé de s'exprimer. Ils ont choisi le réseau social TikTok pour afficher leur ras-le-bol.
Tu prends une bonne boutique, une très bonne boutique, mais tu ne peux pas jouir des choses qui sont dans la boutique parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je suis à peu près aussi. Il y a 2 ans, j'en trouvais entre 2 heures, 3 heures et 4 heures. Mais depuis 6 mois, quand je vous dis depuis 6 mois, plus aucune goutte d'eau ne sort de mes robinets. Plus aucune goutte d'eau, certes, mais au niveau des autorités, la situation fait réagir. Un chantier d'urgence destiné à améliorer l'alimentation en eau potable dans la zone d'Akpakpa, d'Agblangandan et de Semekpoji est en cours. Le gouvernement y a mobilisé 17 milliards de francs CFA pour fournir 1000 mètres cubes d'eau par heure à la population. Mais avant d'échouer ici, l'eau doit d'abord transiter par plusieurs canaux en provenance d'Adiara, un autre chantier. Adiara et Agblangandan ne sont qu'un pont de la stratégie nationale. Dans le souci d'accroître la desserte en eau potable, le gouvernement déploie d'autres politiques. La politique de l'eau au Bénin a été depuis 2016 au cœur de nos politiques économiques et sociales. Nous avons investi plus de 800 milliards dans ce domaine-là depuis 2016. Et à côté, nous avons fait des réformes aussi bien dans l'accès à l'eau potable dans les villes, l'urbain, que dans les campagnes, le rural. Vous allez partout aujourd'hui dans les collines, il y a de l'eau. Vous allez à Banter, vous allez à Savalo, vous allez à Glazoué, à Dassa. C'était les zones les plus difficiles d'accès à l'eau dans notre pays. De 2017 à 2024, l'approvisionnement en eau potable a doublé, passant de 42 à 82,6%. L'objectif du gouvernement est d'atteindre l'ODD 6 avant l'échéance de 2030. Et comme je vous le disais, des travaux d'urgence sont mis en branle pour étancher la soif au quartier de toute la zone d'Akpakpa et la commune de Semekpoji. Nos reporters ont fait le circuit du chantier d'urgence des champs de captage d'eau à l'usine de traitement. Suivons William Tchoki et Jean Nambimé qui nous entraînent à leur suite. Commune d'Adiara, dans le département de Lomé. Une bonne partie de la chaussée menant de cette cité des tambours à la ville capitale est obstruée par les travaux d'installation des conduites d'eau. C'est justement ici que se trouvent les champs de captage d'eau potable pour alimenter tout Cotonou-Est et Agblangandan dans la commune de Semekpoji. Les techniciens sont à pied d'œuvre avec cet agencement des pièces hydrauliques. Le manifold est monté. Il est connecté à ce puits de forage. À l'intérieur, d'autres équipements de refoulement du liquide précieux. Ce manifold, en fait, c'est le canal par lequel transite la charge, c'est-à-dire l'eau qui est dans le puits parce qu'on a déjà immergé la pompe. Donc la pompe, dès que la pompe est actionnée, il y a un retour d'eau qui vient et c'est par ce canal l'eau sort pour aller rejoindre la collectrice principale qui va maintenant faire la collecte d'eau pour aller vers l'usine de traitement d'eau. La mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa à partir des champs de captage d'Adiara est dans sa phase active. Une production complémentaire de 1000 m3/h. Et pour alimenter la desserte en eau potable, ces poses de conduite de refoulement sur 22 km en terre ferme et près de 2 km en eau profonde sous la lagune de Porto Novo. Un travail titanesque. Il a mobilisé une forte équipe de plongeurs pour la pose des lestes, ces blocs de béton pour maintenir les conduites sous l'eau. On fait des travaux de jour comme de nuit pour essayer d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. C'est de fournir le plus rapidement de l'eau, le plus rapidement possible de l'eau aux populations de la zone d'Akpakpa essentiellement. Ici, nous sommes à Semekpoji, sur le site de la nouvelle usine de traitement d'eau venant des champs de captage d'Adiara. Un tour de dégazage, un réservoir d'eau semi-enterré de 1000 m3
un bâtiment de pompage. L'autre dispositif ultramoderne en construction pour assurer la qualité d'eau à servir aux populations. C'est l'eau brute qui a été captée des forages qu'on a vus précédemment de là-bas. Ça passe par la canalisation, environ 22 km de canalisation, pour arriver ici à l'usine pour subir un traitement. Donc une fois à l'usine, ça passe d'abord par un réservoir surélevé, le château de 100 mètres cubes qui est en cours de réalisation juste derrière moi. Et après, ça subit un traitement avec les différents bâtiments que nous sommes en train de réaliser. Nous avons le bâtiment de traitement et d'exploitation. D'ici peu, nous allons pouvoir régler ce déficit-là dont Akpakpa et Aglangadan souffrent depuis un bon moment. Une assurance donnée aux populations d'Akpakpa, d'Aglangadan et environ. Elles végétaient depuis un bout de temps dans une sécheresse hydrique. La fin des travaux prévus pour le mois de juillet 2025 pourrait être aussi la fin de les calvaires. Les saisies et confiscations pénales sont des opérations redoutées qui soulèvent bien d'interrogations sur les procédures et méthodes et surtout la destination des biens saisis. Alors, où vont les biens saisis au bout des confiscations pénales? Comment assurer la transparence des opérations? Magistrats et acteurs habilités sont en immersion sur les démarches orthodoxes. Alain Souchoumen et Bénédicte Possou les ont suivis et nous éclairent. Les crimes économiques et financiers, des fléaux qui plombent le développement. Ils sont une menace pour la stabilité économique, leur impact est dévastateur et leur persistance exige une réponse multidimensionnelle. Les groupes criminels aujourd'hui, ils essaient de travailler ensemble pour pouvoir réussir leur forfait. Il est très indispensable également pour nous, acteurs chargés de l'application de la loi, de travailler ensemble. Donc, regrouper tous les acteurs dans le cadre d'un renforcement de capacité comme cet atelier-là est une très belle approche. Et je crois que les compétences, les expériences qui seront partagées ici permettront à tout un chacun de nous de parfaire notre travail. La formation des acteurs en matière de saisie et confiscation apparaît comme un élément essentiel pour la réalisation de ces opérations. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis en a pris la mesure. Un pays se jaugera à travers l'efficacité des saisies et confiscations pratiquées dans le cadre de cette lutte. L'occasion donc est ainsi offerte aux uns aux autres, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager nos expériences et qu'on puisse, partant de nos difficultés rencontrées, qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons adopter pour faire avancer la cause de la lutte contre la criminalité économique et financière. L'ANRAX, dans le but d'atteindre ses objectifs, compte aller loin dans sa mission. Elle mise surtout sur la capacité de ses acteurs. Depuis mars 2021, le projet Azoli a déployé une plateforme digitale pour offrir une chance à l'emploi et dompter le spectre du chômage. 4 années après, 42 000 jeunes béninois par cette plateforme sont recrutés ou en instance de recrutement, mais l'Agence nationale pour l'emploi veut aller plus loin. Elle a rencontré les chefs d'entreprise potentiels partenaires pour les embarquer dans son plan. Jennifer Satifi. La politique nationale de l'emploi a fait en sorte que dans les 77 communes, qu'il y ait un monsieur emploi. Réduire considérablement le taux de chômage et de sous-emploi sur toute l'étendue du territoire national. Le programme Azoli s'y attelle depuis quelques années. À cette session d'information de l'ANPE avec les chefs d'entreprise, les conditions ainsi que le procédé pour bénéficier de la main-d'œuvre disponible sur la plateforme ont été passés en revue. Vous avez besoin de 10, on vous envoie peut-être 20. Et c'est vous-même qui faites votre propre sélection. En retour, le dispositif leur alloue une allocation. Nous sommes en train de mettre en œuvre un certain nombre de démarches d'insertion. La première démarche, c'est l'insertion à travers le stage, qu'on appelle un stage d'immersion et pour un recrutement.
L'autre démarche que nous sommes en train d'expérimenter, c'est la démarche de clusterisation. La séance était aussi tout à fait indiquée pour avoir le feedback et les préoccupations des entreprises présentes. L'objectif étant d'avoir de nouvelles adhésions afin d'impacter au moins 50 000 jeunes d'ici au mois de juin 2025. L'entreprise gagne, les enfants gagnent et l'État gagne. Ça résout un problème essentiel du chômage et de l'insertion des jeunes. Un jeune qui n'a aucune formation, qui n'a aucune compétence, rentre chez vous et sort avec des compétences. Et dans beaucoup de cas, vous êtes amené à le recruter ou alors il va vendre cette compétence que vous lui avez permis d'avoir ailleurs. Le programme Azoli vise à former et à mettre sur le marché du travail les jeunes peu ou pas instruits de 18 à 30 ans. Lumière à présent sur un projet créé pour booster les performances de l'élevage au Bénin. Il s'agit du projet NutriFed lancé mercredi dernier à Cotonou. Cette initiative est une force de recherche au service d'un élevage durable et rentable via le transfert des technologies. Ramatou Lawani et Arnaud Adadja. Agriculteurs, techniciens agricoles et vétérinaires sont concernés par ce projet. C'est suite à un appel à candidature du Centre de recherche pour le développement international CRDI du Canada que le projet NutriFed a été développé. Conjointement financé par Bill and Melinda Gates Foundation aux États-Unis, entendez Fondation Bill and Melinda Gates, ces chercheurs et acteurs de l'agriculture du Bénin et d'ailleurs se sont réunis pour identifier le gossipol dans le tourteau du coton auquel ils apportent des solutions. Le projet NutriFed voudrait davantage mettre en lumière l'importance du tuto de coton dans l'élevage des volailles en contribuant à la mise au point d'aliments hautement nutritifs, sains et à moindre coût. Ce projet veut aller un peu à la racine des causes pour permettre d'avoir des protéines de meilleure qualité pour notre organisme. En ce sens, ce projet adresse donc un aspect de complémentarité des interventions en matière de nutrition. Le thème de ce lancement de projet est bien trouvé, détoxification du tourteau du coton pour un élevage durable en Afrique de l'Ouest. Outre le coton et l'huile, il reste un sous-produit riche en protéines, le tourteau de coton. Malheureusement, ce tourteau contient une toxine naturelle, le gossipol. Dans ce projet, nous allons rendre le gossipol inoffensif par la fermentation. Ce sera la meilleure méthode parce que les micro-organismes que nous allons utiliser, c'est des micro-organismes locaux. Il a parlé de Afité, il a parlé de Pété-Pété, il a parlé de Pirou. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut trouver localement. Ceci, c'est dans une perspective de diffusion et de vulgarisation des résultats de recherche. Le tourteau du coton est un aliment hautement nutritif, disponible et qui ne coûte rien du tout. Ces chercheurs travaillent pour accroître son utilisation en vue d'un élevage durable au Bénin. L'ancien président Nicéphore Soglo poursuit sa visite des réalisations du gouvernement de la rupture. Il est descendu ce lundi sur le site du Centre hospitalier international de Calavi. Il est allé y découvrir ce joyau qui sera bientôt ouvert aux usagers. Bénédicte Possou et Amandine Aniambosso. Au cœur de Calavi, le Chic, centre hospitalier international de référence, cet établissement d'exception qui symbolise l'ambition d'un Bénin tourné vers l'excellence médicale, reçoit une visite pas comme les autres. L'ancien président Nicéphore Soglo. Accueilli par l'équipe dirigeante, le président Soglo découvre avec intérêt les infrastructures ultramodernes du Chic. Vous voyez que nous sommes des équipes très mixtes, représentatives effectivement de cet hôpital international, quelque part. Voilà, et donc nous sommes ici pour ouvrir ce magnifique hôpital. Et la spécificité de l'hôpital, c'est son plateau technique ultramoderne. Avec 9 salles de blocs opératoires. Des équipements de pointe, des services spécialisés. Au-delà des murs et des machines, l'humain reste au cœur des préoccupations. Ici, le président Soglo écoute
s'informent et partagent un moment d'émotion. De notre traitement de la radiothérapie, en général, c'est de traiter différents types de cancers. Différents types de cancers en administrant des rayons ciblés aux tumeurs. Vraiment, je suis heureux et impressionné par ce que notre pays est arrivé à se doter de minimum pour ce qui concerne la santé de ses habitants. On avait évidemment le centre qu'on avait baptisé du nom du premier président, Hubert Maga. On voit que le temps a évolué et que cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes. Quand je suis rentré ici, ça m'a un peu évoqué ma jeunesse en France. D'abord, le nom lui-même, vraiment, on dit beaucoup le chic. Vraiment. Ça veut dire que vraiment je suis heureux quand même d'être là, de constater que le pays travaille. Je dois adresser mes félicitations à l'équipe médicale. Parce que passer sa vie à soigner, c'est une vocation, comme enseigner. Un regard bienveillant sur l'avenir de la santé au Bénin. La visite de Nicéphore Soglo rappelle que la modernisation hospitalière doit rimer avec accessibilité et qualité des soins pour tous. Et puis hier, 1er avril, on se rappelle cette tradition qui a tendance à disparaître, le poisson d'avril. Une blague parfois osée et dans bien des cas, beaucoup ont mordu à l'hameçon. Nous avons à l'occasion promené notre caméra dans la ville. Voici quelques expériences rapportées par Estelle Pazou et Ramatou Lawani. C'est une journée où les gens font des blagues et font croire à des gens quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un poisson qu'on avait mangé quand on était petit, comme on le dit. Parce que le poisson d'avril, c'est une blague. Et la plupart du temps, les gens vous disent quelque chose qui est faux. Et puis après, vous vous rendez compte que c'est faux. Il y a très très longtemps, quand on était beaucoup plus jeunes au collège et tout, où on se prenait les petits déjeuners des uns et des autres, voilà, tu me dis, bon, on ne peut pas faire de poisson d'avril sur son petit déjeuner, mais ça m'est arrivé et je suis restée ce jour-là sans manger à 10h à la sortie des cours, voilà. Je me suis fait avoir. Personnellement, quand j'étais gosse, on faisait des blagues autour de ça. Mais pourquoi on le faisait, moi je n'ai aucune idée de ça. Puis on suivait tout le monde. C'était le 1er avril, il faut faire des blagues, il faut dire des choses qui ne sont pas vraies, mentir en quelque sorte. Maintenant, il y a un poisson d'avril qui m'a quand même amusé une fois. Je ne sais plus quelle année, mais le journaliste a dit, bon, il y a une bonne nouvelle à la fin. Une grâce présidentielle pour quelqu'un de particulier. Et puis nous tous on s'attendait à ça. Et puis il a dit bon, c'est le 1er avril, c'est pas ça. Il vous aura bien eu alors. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, Herman. Ouais, et la fin de ce journal, c'est vraiment pas un poisson d'avril. Ah non, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Merci, allez, génial. On se retrouve très très bientôt sur la matinale 5 sur 7 matin. Juste après où on retrouve Marcel Arrossi. Et quand il est là, forcément, c'est pour lire les journaux. La revue. Marcel Arrossi, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous, on va lire brièvement les journaux avant de vous retrouver en fin d'émission pour la revue de presse. Tout à fait, comme tous les jours par ici. Allez, on y va, Marcel. Nous démarrons aujourd'hui la une des journaux, en attendant bien sûr la revue de presse par le quotidien Bénin Intelligent, proximité et efficacité. Le Conseil économique et social déploie ses conseils départementaux. Conrad Baguidi en tournée nationale. L'emblème du jour, exclusion de la secrétaire exécutive et de la directrice de l'administration de la mairie de Porto-Novo de la commande publique, une sanction administrative, mais des poursuites judiciaires, une suspension aux lourdes conséquences, une administration paralysée en attente de décision, la réforme de la décentralisation à l'épreuve des faits, Porto-Novo face à une crise de gouvernance, l'intégralité de la décision de l'ARMP a retrouvé
retrouvé dans la parution du jour de l'emblème du jour. Le pays émergent, staff médical de la sélection nationale de football du Bénin, l'autre maillon faible qu'il faut renforcer d'urgence, intégrer de nouveaux professionnels afin d'assurer un suivi rigoureux des joueurs. Le matin, amélioration du système fiscal au Bénin vers une attractivité renforcée pour les investisseurs étrangers. Préparatifs des élections générales de 2026, la Sénat met les bouchées doubles pour une organisation réussie. La Nouvelle Tribune, Bénin, Candide Azanaï, un intouchable de la République. Azanaï appelle à un dialogue national inclusif. Soglo visite le Chic après la cité nouvelle de Ouedo. Commande publique, la SE et la DAF de la mairie de Porto-Nouveau exclus. Et puis, matin libre aujourd'hui, présidentielle 2026, le Bénin, le profil du potentiel dauphin de talent à retrouver dans sa parution du jour. Nourenou Achadé clarifie sa position. Le Maroc accueille l'édition première du handball championnat du monde masculin U17. Nord-Sud quotidien, enseignement supérieur, des docteurs-chercheurs écrivent à Patrice Talon. La nation, transport en commun à Cotonou, l'autre challenge de la ville en pleine métamorphose. Fraternité, consultation du FA, une tradition toujours d'actualité, une réflexion boudée par la jeunesse. Le matinal, découverte de squelettes d'enfants au CNHU HKM, 3 suspects déjà en prison. C'est un rebondissement dans l'affaire découverte de squelettes d'enfants au CNHU évoquée par le journal Le Matinal dans sa livraison du 4 mars 2025. Bientôt donc un mois et aujourd'hui 3 suspects en prison, annonce Le Matinal. Le Télégramme, dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Sénat fait la synthèse des travaux d'élaboration du chronogramme. Palais de la Marina, le délégué du contrôle financier et 2 co-accusés poursuivis pour abus de fonction à la Criette. L'économiste, conférence internationale du Carité, une vitrine pour l'avenir de la filière en mai à Cotonou. L'événement précis, Sonayon Sorges Bemondi, directeur des titres de transport à l'ANAT, invité sous l'arbre à Palabre. Les réformes à l'ANAT facilitent la vie aux usagers, déclare-t-il. Info Matin, visite répétée de Nicéphore Soglo sur les chantiers de la rupture, stratégie politique ou opération de charme. Pour quel objectif ? Point d'interrogation. Deuil dans le monde de la boxe africaine. Le boxeur nigérian Success meurt en plein combat au Ghana. Le potentiel, transaction financière suspecte vers le Bénin sur le compte d'un homme d'affaires avec des ramifications. L'ancien DG Hervé Faingbe arrêté. Une affaire de 200 millions de francs CFA en cause. 2 agents d'une grosse banque interpellés. Le dossier coûte aussi la liberté à un féticheur. Jeune Afrique aujourd'hui, des djihadistes aux journalistes. Le Burkina Faso recherche 32 personnes pour terrorisme. Les personnes mentionnées dans cette liste publiée sur Facebook par le ministère de la Sécurité sont recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le pays, je t'aime, moi non plus. Ainsi pourrait-on caricaturer les rapports entre la France et l'Algérie qui ont relancé le 31 mars dernier leur relation bilatérale après plusieurs mois de crise. Et c'est comme Tom et Jerry. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel Arrossi. On va vous retrouver tout à l'heure. Pourquoi pas en savoir un peu plus sur cette histoire de Tom et Jerry. Pourquoi pas. Pourquoi pas. 5 sur 7 matin, on va marquer une courte pause. Derrière, on retrouvera Alessandra Diotan pour sa chronique économique. Comme je vous l'avais annoncé, on parle du Carité. À tout de suite.
5 sur 7 matin, bienvenue dans Mercredi Économie, une filière qui n'est pas souvent sous les feux de la rampe, mais qui constitue un énorme potentiel. Il s'agit du karité. En 20 ans, la demande internationale de karité et de ses dérivés a explosé dans les secteurs du chocolat et de la cosmétique. Aujourd'hui, en effet, ce sont les amandes du fruit qui sont exportées essentiellement vers l'Asie, alors que les dérivés, notamment le beurre, se vendent 2 fois plus cher. Les opérateurs du secteur souhaitent donc créer plus de valeur ajoutée pour exporter le moins d'amandes brutes possible. Les défis du secteur du karité face à la mondialisation. On en parle avec Alessandra, bonjour. Bonjour mon Amégan, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, c'est bien ça. On sait les femmes principalement actives dans le secteur. C'est d'ailleurs une filière essentielle, dit-on, à l'autonomisation économique de la femme et à la préservation de l'environnement. C'est bien du karité que nous parlons ce matin. Alors, chers téléspectateurs, le Bénin va accueillir du 19 au 21 mai prochain la conférence internationale du karité, un rendez-vous essentiel, stratégique pour les acteurs de cette filière. Quels sont donc les enjeux d'une telle rencontre? On va parler de tout ceci avec Gilles Roger Adamon. Il est le président de l'interprofession du karité au Bénin. Président, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. D'entrée, je m'en vais vous demander comment se porte la filière karité au Bénin. J'aurais bien voulu vous dire très très bien. Malheureusement, nous avons passé une campagne, la dernière campagne très difficile à cause d'abord de la raréfaction des amendes, parce qu'on s'est rendu compte qu'une année sur 2 ou sur 3, la collecte d'amendes baisse. Et ça joue, bien entendu, sur le cours de la matière première. Et en dehors de ce problème-là, il y a eu, à l'intérieur de la plupart des pays producteurs, des installations de transformation locale qui avaient besoin ils avaient besoin d'amandes pour travailler. Donc ces pays-là ont interdit l'exportation des amandes pour favoriser les transformations locales. Et les pays qui n'ont pas fait ça, comme le Bénin, le Togo, le Ghana, ont vu la demande tomber sur eux et les prix ont explosé. Les prix de la matière première ont explosé, ce qui n'arrange pas les transformateurs locaux, puisque nous avons besoin d'acheter les amandes aussi. Et comme les entreprises internationales sont beaucoup plus nantis que nous, ils renchérissent le prix et nous n'arrivons pas à nous approvisionner. Et ça a été le cas cette année. Ok. Vous avez souligné la baisse au niveau de la collecte. Est-ce que les causes ont pu être situées? C'est une remarque qui a été faite, mais la science n'a pas encore expliqué pourquoi d'une année sur 2 ou sur 3 ou sur 4 parfois, cette baisse-là arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amande de karité, l'arbre à karité est un arbre sauvage, ce n'est pas cultivé. C'est un arbre qui met 20, 25, peut-être parfois même peut-être 30 ans avant de donner le premier fruit. Ce qui fait que personne n'a envie d'investir dans une plantation et que c'est 30 ans après que vous n'êtes. Et justement, il y a un adage qui dit que celui qui plante l'arbre à karité meurt. Mais en fait, c'est parce qu'il ne vit pas assez longtemps pour profiter de ça. Puisque lorsque vous pensez planter un arbre, vous avez déjà 20, 25 ans. Et plus 30 ans, ça vous fait 50 et quelques ans. Or, comment on appelle l'espérance de vie en Afrique, c'était quoi 50, 54 ans. Donc, vous mourrez avant de pouvoir bénéficier du fruit de vos plantations. Donc, c'est ce qui fait que il y a vraiment un problème au niveau de la gestion comment ça s'appelle, du karité, puisque c'est un arbre sauvage qui pousse dans les forêts. Et comme ce sont les femmes surtout qui vont faire la collecte pour aller dans la forêt, c'est difficile.
Donc, elle n'arrive pas à collecter toute la potentialité du Bénin. Et donc, de temps en temps, on a des problèmes comme ce qui s'est passé la campagne dernière. Alors, quelle est la place actuelle qu'occupe le Bénin sur le marché mondial du karité? Le Bénin a été l'un des premiers pays à exporter les amandes, à transformer les amandes en beurre de karité en Afrique. Il faut savoir qu'il y a 21 pays producteurs d'amandes de karité. En Afrique ou au monde? Tous sont en Afrique. Tous sont en Afrique. Là-bas, karité ne pousse pas ailleurs. Nul autre par ailleurs. On n'en connaît pas. D'accord. Mais il y a 6 ou 7 pays seulement qui sont vraiment actifs dedans, dont le Bénin, bien entendu. Et au niveau de l'exportation, le Bénin est classé 4e mondial dans l'exportation du karité. Mais le grand producteur d'amandes, je ne parle pas d'exportation, le grand producteur d'amandes, c'est le Nigeria, qui produit 60% de la production mondiale. Le Bénin produit quelle part? Le produit, enfin, justement, on estime la potentialité du Bénin à environ 200 000 tonnes d'amandes de karité, lorsque la campagne est bonne. Mais comme c'est un arbre sauvage et que dans les forêts, les femmes ne peuvent pas vraiment y aller, en tout cas pour le moment, on estime qu'on ne peut collecter qu'on ne collecte qu'environ 100 000 tonnes. La moitié, donc. À peu près la moitié. Si vous estimez la cueillette au Bénin, la collecte à 100 000 tonnes, ça couvre quel pourcentage du besoin mondial? Parce que vous l'avez dit, le Nigeria couvre 60% du marché. Oui. Avec ces 100 000 tonnes, le Bénin vient prendre combien? Oui, mais en fait, le Nigeria n'exporte pas beaucoup pour le moment. C'est maintenant qu'ils essayent de transformer et d'exporter. La demande mondiale augmente tous les jours. D'année en année. Il n'y en a pas assez. D'année en année, l'industrie cosmétique en demande, la pharmacie en demande, l'agroalimentaire en demande. Vous savez... Il est dit que ce sont les pays d'Asie qui en consomment le plus, notamment la Chine et le Japon. Est-ce que c'est réel? En fait, la Chine, parce qu'ils sont nombreux. Sinon, l'exportation d'amandes, jusqu'à quelques 2 ou 3 ans, c'était surtout vers l'Europe. C'était les Européens qui transformaient le beurre et allaient vendre partout ailleurs. Et c'est eux qui profitaient de la valeur ajoutée que cette filière apporte. Et nous, les producteurs, on vend les amandes brutes. C'est pas ça qui va nous enrichir. Donc, il faudrait qu'on puisse... mettre en place et ramener la transformation au niveau national. Les transformateurs locaux, il faut les renforcer, il faut que de nouvelles usines modernes s'installent pour qu'on puisse profiter de la valeur ajoutée que cette filière peut apporter au Bénin. Alors, comment est organisée la filière au niveau national? Vous êtes le président, nous l'avons dit, de l'interprofession. Quelle est votre organisation? Nous avons lancé en 2011 la première association nationale du karité. Ça a été la première dans toute l'Afrique. C'est le Bénin qui a lancé ça. Ça a été suivi par le Ghana et quelques autres pays. Et c'est à la suite de ça que l'Association mondiale du karité a été mise sur pied et a essayé de mettre ensemble tous les acteurs de la filière, aussi bien les producteurs d'amandes que les firmes internationales, américaines, européennes, les transformateurs, les fabricants de chocolat, de cosmétiques et tous. Il y a 36 pays qui sont membres de l'Alliance mondiale du karité qui organise donc la prochaine conférence au Bénin. Alors, je parlais de l'organisation. Sinon, je reformule... Et donc, après, en 2020, au niveau national, nous avons transformé l'association en interprofession. L'interprofession karité du Bénin qui comprend 4 familles, les collectrices et les transformatrices, ceux qui collectent les fruits et préparent les amandes. Ensuite, il y a les transformateurs,
Il y a des transformateurs ou transformatrices locales au niveau des villages, des coopératives qui ont de petites unités. Il y a des transformateurs comme Natura, Africa Green, Wakapu qui font bon an mal an, qui peuvent faire entre 2000 et 4000 tonnes en chacun. Et il y a une industrie Fluidor qui peut faire entre 15 000 et 20 000 tonnes par an. Et c'était tout jusqu'à cette année. Et depuis un mois, il y a une nouvelle unité au sein de la GDIZ qui fait environ 50 000 tonnes par an, ce qui permet de vraiment pouvoir couvrir plus ou moins la production nationale d'amandes de karité. Donc on pourrait transformer localement toute notre amande de karité si nous avons les moyens d'acheter les amandes à un prix correct. Est-ce que le secteur, si vous permettez Alexandra, est-ce que le secteur il est régulé un peu comme on a pu le voir du côté du soja ou on peut le voir du côté du coton? Voilà. Est-ce qu'il y a la même régulation? Nous ne sommes pas encore arrivés là. Surtout parce que comme c'est des arbres sauvages, c'est difficile de prévoir la production à un chiffre vraiment bien planifié. Et donc je crois que c'est ça qui empêche un peu l'État de donner tout son maximum pour aider cette filière. Mais nous sommes en train... l'État ne fixe pas les prix, l'État fixait un prix plancher en dessous duquel on ne devrait pas acheter ces amandes-là chez les bonnes femmes. Mais ce n'est pas toujours respecté parce que l'État lance la campagne à une période donnée de l'année, mais il y a beaucoup d'acteurs dans les villages qui achètent, dès que la femme produit, elle a besoin de vendre. C'est ça. Et souvent, elle brade ces amandes-là, et c'est les petits acheteurs du coin qui, après, lorsque la campagne est lancée, profitent de la différence et spéculent sur les prix. Dessus. Donc, nous sommes, avec l'interprofession Karité Bénin, en train de se battre pour que la campagne soit lancée rapidement dès que les fruits commencent à sortir. Donc on connaît les prix, donc on peut aller, les transformateurs peuvent aller directement chez les collectrices, acheter les amandes à un prix normal qui leur permette de survivre. Parce que si elles ne gagnent pas suffisamment, elles ne vont pas aller collecter et c'est toute la filière qui va en partir. Ok. Transformateurs, femmes collectrices, quantité produite. Est-ce que vous pouvez essayer de chiffrer, de résumer la filière en chiffres? Président Adama. En chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que le Bénin exporte en amandes de karité entre 60 000 et 110, 120 000. C'est déjà arrivé en 2019, on a exporté 120 000, ça a été extraordinaire. Ouais. Bon, jusqu'à présent, on tourne autour de la moyenne autour de 80 000 tonnes par an. Ouais. Voilà. Et je crois que je vous ai parlé du plus grand producteur. Oui, déjà. Le nombre d'acteurs au Bénin, le nombre de personnes. D'acteurs au Bénin, on peut l'estimer autour de 250 000 personnes, dont plus de 90% sont des femmes collectrices de la filière. Donc, karité est vraiment un enjeu économique et social pour le Bénin, et surtout pour la survie des femmes collectrices d'amandes de karité. Alors, c'est certes un enjeu, mais vous l'avez dit, vous n'avez pas encore la capacité de contrôler, d'avoir le contrôle sur les quantités annuelles collectées et tout. Cela m'amène à vous demander quels sont ces défis-là auxquels vous faites face. On commence déjà par ce premier défi et quelles sont les dispositions quand même auxquelles vous pensez ou qui sont déjà en train d'être prises pour gérer ces situations. D'abord, on apporte, vous savez, les femmes collectrices, pendant longtemps, vont dans les brousses, pieds nus, mains nues, sans protection. Il y a des serpents, il y a des insectes, il y a même des agressions sexuelles parce qu'elles vont très tôt le matin, la nuit, seules. Et l'interprofession et certains bailleurs de fonds nous aident à fournir des équipements de protection aux femmes, des gants, des lunettes, des bottes,
des outils de collecte de fruits pour qu'elles ne ramassent pas uniquement à la main, des tricycles pour qu'elles puissent, au lieu de mettre les bassines sur la tête, qu'elles puissent transporter plus facilement les amandes, les fruits vers le centre de préparation des amandes. Il y a ça. Il y a également l'État qui intervient en fournissant des équipements de concassage, de torréfaction, d'outils d'extraction de beurre de karité dans certains groupements de femmes. Ça continue. Et il y a des particuliers qui ont des unités de transformation. Je vous ai parlé de l'usine oui, vous en avez cité quelques-unes. Il y a un autre projet qui est en cours, qui va démarrer cette année, qui va certainement être opérationnel début 2026, ce qui permettra vraiment au Bénin d'avoir une capacité suffisante pour traiter toutes les amandes produites au Bénin. Et j'espère que le Bénin et que le gouvernement tiendra compte de ces unités-là pour donner la priorité d'achat des amandes aux transformateurs locaux. Je ne dis pas encore l'interdiction d'exploitation, mais en tout cas, pour le moment, qu'on priorise l'achat des amandes par les entreprises de transformation locale. Mon Amégan ? Oui, alors il y a on va dire, cette rencontre qui aura lieu très prochainement à Cotonou, en mai prochain. Du 19 au 21 mai. Du 19 au 21 mai. En quoi est-ce important pour le Bénin d'abriter cette rencontre ? Il faut dire que le Bénin, ça va faire la 3e fois que le Bénin va organiser cette conférence-là. Et c'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de la filière, aussi bien les transformateurs, les pays producteurs, les acheteurs internationaux, de se réunir pour discuter des défis et des opportunités de la filière, nouer des contacts et tout. Donc, cette année, la plupart des entreprises et des acteurs de la filière qui sont là seront en majorité les Béninois. Donc, on espère qu'au cours de cette conférence-là, nous pourrons nouer des contacts avec des acheteurs internationaux, des transformateurs internationaux, des acheteurs de beurre et tout ça, des transformateurs de produits cosmétiques, et cela va permettre aux entreprises locales d'avoir des marchés internationaux, de pouvoir apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à la filière de notre pays. C'est ça, vous estimez donc que cette rencontre permettra de renforcer la compétitivité de la filière béninoise sur le marché mondial. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix du Bénin? C'est une rencontre internationale, si je ne me trompe. Oui, vous savez, le Bénin, quand on parle de karité vraiment pour les connaisseurs, le Bénin est toujours un pays modèle. D'abord parce que nous avons beaucoup travaillé sur la qualité des amandes et du beurre de karité qui viennent du Bénin. Le Bénin est réputé pour sa qualité et nous continuons justement à donner de la formation aux femmes et nous essayons de demander à l'État de nous aider à augmenter la formation qu'on apporte à ces femmes-là pour pouvoir améliorer toujours les produits qu'on met à la disposition des utilisateurs du beurre de karité. Ok. C'est ça, cet entretien, président, tire à sa fin. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous avez un mot, un appel à l'endroit des, je sais pas, ou des attentes vis-à-vis de l'État ou d'autres acteurs, d'autres partenaires? Oui, de l'État, nous sollicitons qu'il apporte un appui vraiment décisif à la filière pour structurer l'interprofession afin de le mettre au niveau des interprofessions du cajou, du soja, du coton, pourquoi pas. Voilà, donc nous ne désespérons pas, nous sommes toujours en train de discuter avec le ministre sectoriel, l'agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, pour que l'interprofession puisse signer un accord cadre avec l'État pour s'autonomiser et pouvoir apporter le maximum d'appui à la filière karité du Bénin. Pour d'autres partenaires, vos partenaires notamment? Pour nos partenaires, bien entendu, nous souhaitons que plusieurs parmi eux assistent à la conférence. On a déjà eu pas mal d'enregistrements, confirmation
de participation. Et nous, pendant dans cette conférence-là, il y aura une exposition des produits made in Bénin, essentiellement, mais aussi venus des pays voisins, des pays producteurs. Et vous pourrez venir voir, tester les produits que nous faisons. Il y a de très belles choses qui se font à des prix très compétitifs. Il n'y a plus besoin d'aller importer des produits cosmétiques très chers venus de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses très bien faites au Bénin. Et grâce aux carités, on fait du chocolat. À la maîtrise de la transformation par les acteurs de la filière. Et on espère que beaucoup de gens viendront et seront curieux et de venir découvrir ce que nous faisons dans cette filière-là, aussi bien au Bénin que dans les pays producteurs, vraiment du Bénin. Gilles Roger Adamon, merci à vous d'être passé par ici ce matin. C'est moi. Herman Rodrigue-Amégan, ce sera merci tout pour beaucoup à vous, Alessandra Dioton. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur le secteur, la filière karité. Ce n'est pas forcément la filière qui est sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On parle du coton, on parle du cajou, on parle du soja, on parle même d'autres filières. On parle du riz, on parle de l'ananas, mais rarement on entend parler du karité. C'est bien de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe. Allez-y. Oui, je voulais juste préciser que le karité est le 4e produit agricole d'exportation du Bénin. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pour montrer l'importance de la filière. Très bien. Merci. Merci. Vous passez une excellente journée du mercredi et revenez-nous quand vous voulez. C'est chez vous. Hein. Vous nous revenez alors là quand vous voulez pour partager les informations avec nous. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. Le combat de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité dans la chasse au filou. Les balances, évidemment, non conformes, non certifiées. On en parlera derrière. On sera avec Amir Ali pour parler du trône de Berlin. C'est essentiellement de la culture qui nous attend, bien sûr, parce que juste après, on va s'intéresser au Grand Prix littéraire du Bénin. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Des balances non conformes à la réglementation des instruments de mesure fantaisistes, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a entamé une chasse au filou, méthode choisie, des descentes inopinées pour des inspections. Et le moins qu'on puisse dire, évidemment, c'est que plusieurs instruments sont saisis par les agents de l'ANM. On vous en parle ce matin avec en plateau mon invité qui a nom, bien évidemment, Abdelmajid Adelakoum. Il est le responsable à la communication de l'ANM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est partagé. Partagez avec les téléspectateurs ce que vous faites pour que, justement, 1 kilo de viande soit effectivement 1 kilo de viande, pas 3/4, pas un peu plus de la moitié. Parce que, on ne se rend pas toujours compte de cela, mais c'est vous qui en garantissez, on va dire ainsi, la probité. Voilà, vous garantissez la probité de ces personnes-là à travers les instruments de mesure que vous leur fournissez. Pourquoi l'ANM a décidé de faire cette chasse-là? Est-ce que vous avez eu des fuites selon lesquelles des gens utilisent des balances fantaisistes? Merci, monsieur Amégan. L'ANM, c'est d'abord l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Et elle a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification des produits, de vérification et de la promotion de la qualité. Et donc, je vais citer 2 de ces attributions. C'est d'abord de coordonner tous les travaux d'élaboration des normes béninoises et de procéder aux diverses expertises en vue de l'arbitrage de tout conflit relatif aux procédés de mesurage, aux instruments de mesure et aux quantités mesurées. D'accord. Et donc, le ministère de l'Industrie et du Commerce en assure la tutelle. Et donc, l'intensification de nos activités de contrôle inopiné vient de la ferme volonté du gouvernement à travers la ministre de l'Industrie et du Commerce qui nous a demandé de renforcer davantage ce que nous faisons déjà. Et vous savez, notre activité est régie par le décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Et les articles 8 et 12 disposent que tout instrument de mesure doit subir la vérification primitive
avant sa première mise en service. D'accord. Et la vérification est périodique lorsqu'il est déjà utilisé dans les transactions commerciales. Autrement dit, lorsque vous avez une poissonnerie ou une poissonnerie et que vous voulez vendre du poisson au consommateur, vous avez l'obligation d'acheter une balance et de faire vérifier, certifier cette balance par les services de l'ANM avant sa première mise en service. Il ne s'agit pas d'acheter, de commencer par vendre et dire on attend l'ANM. Non, vous prenez, vous venez vers les services de l'ANM pour les faire vérifier en vue de les déclarer conformes ou non conformes aux normes météorologiques. Lorsque c'est conforme, l'ANM appose une vignette verte en cours de validité qui est d'une validité d'1 an. Et c'est après 1 an que vous revenez pour la revérification et c'est là où on parle de vérification périodique. D'accord. Et lorsque c'est déclaré non conforme, nous apposons la vignette rouge et dans ce cas spécialement, nous faisons le retrait de cet instrument parce que nous n'avons pas la certitude que vous n'aurez pas utilisé encore cet instrument dans les transactions commerciales. Alors, c'est un contrôle qui est effectué sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. On a pu le voir, que ce soit à Cotonou, à Djougou, à Lokossa. Quel est, on va dire, le constat général qui se dégage de cette opération? Oui, le constat, c'est que les commerçants continuent d'utiliser les instruments de mesure non vérifiés et non certifiés par les services de l'ANM. Et pour eux, dans leur entendement, c'est ça qui est normal. Alors que le décret que je viens de citer interdit cela. Et plus loin, le décret fait de nous donne les prérogatives, dans son article 22, de faire la surveillance des instruments de mesure au niveau du marché afin d'assainir ce marché. C'est donc à cet exercice que nous nous soumettons depuis quelques temps. Nous le faisons souvent, mais c'est vrai que nous avons renforcé davantage parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes également venant des consommateurs et qui estiment qu'ils sont grugés dans les différents points de vente. Et lorsque vous tombez sur des machines, des balances qui ne sont pas aux normes, quelles sont les sanctions qui sont prévues par les tests? Évidemment, lorsque nous tombons sur une balance qui n'est pas vérifiée par les services de l'ANM, nous faisons le retrait systématique de cet instrument de mesure et nous appliquons les amendes parce que dans les dispositions du décret, les amendes vont de 10 000 à 1 million de francs CFA et c'est également puni des peines privatives de liberté qui vont de 15 jours à 6 mois. Nous avons également la loi sur la protection du consommateur et qui parle de la tromperie du consommateur. Et là, lorsque nous nous retrouvons par exemple dans le contrôle des préemballés, je vais parler des produits préemballés, ce sont les produits qui sont conditionnés hors de la présence de l'acheteur. Je parle des sacs de riz, sacs de sucre. Il arrive qu'on entende sur le marché que les gens reconditionnent ces produits-là en vue de diminuer les poids avant de céder ça aux populations. Ça également, c'est interdit par le décret 2007-292 du 16 juin 2007 sur le contrôle. Autrement dit, le poids qui est marqué sur l'emballage doit être conforme réellement à la quantité qui est dans le sac. S'il n'y a pas exactitude ou conformité, c'est que vous êtes tombé sous le coup de la loi. Et là, dans ce cas, la loi de la protection du consommateur vous sanctionne. Très bien. Alors, il n'y a pas que les balances qui sont vérifiées. Hein. On sait qu'au-delà des balances, l'ANM va vérifier également dans les stations-service pour voir la qualité du service qui est fourni aux consommateurs. Et là aussi, il arrive qu'on tombe bien souvent sur des brebis galeuses. Oui, nous en sommes tombés, évidemment, au début donc, de cette intensification, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de mesure. Nous avons démarré par les stations-service au début, où vous avez vu que nous avons mis sous scellé certaines stations-service où, à l'issue de nos descentes inopinées, nous avons procédé à des opérations de litrage pour nous rassurer que la quantité débitée aux consommateurs est juste et exacte. Lorsque nous constatons que ce n'est pas exact et juste, c'est qu'il doit y avoir eu un problème et nous appliquons également les amendes. Les amendes varient là de 500 000 à 100 millions de francs CFA et les peines privatives sont de l'ordre de 3 mois à 5 ans de prison. D'accord. Alors, est-ce que ce sera une action pérenne ou ce sont juste des descentes spontanées, inopinées? Les descentes inopinées, je viens de le rappeler tout à l'heure, l'article 22 du décret 88-216 nous donne les prérogatives de faire la surveillance du marché. Et donc, la surveillance du marché, c'est une activité régulière. Et c'est parce que nous ne sommes pas toujours sur le terrain avec la presse, parce que si on va toujours communiquer, on risque de ne pas avoir le vrai visage de comment est-ce que le marché se porte en ce qui concerne l'utilisation des instruments de mesure. Donc, ça va être périn. Nous allons continuer. Le directeur général, M. Mohamed Nazif Moutawakilou, a laissé entendre lors d'une rencontre que les populations ne seront plus grigées par les consommateurs, par les
les commerçants. Les commerçants. Mais l'autre chose que je voulais également compléter, le constat que nous avons fait sur le terrain, c'est que certains commerçants, bien qu'ils ont les instruments de musique déjà vérifiés, certifiés par l'ANM, préfèrent mettre ça en dessous de la table et utilisent les instruments de mesure qui ne sont pas vérifiés. Vous voyez, donc là, c'est une mauvaise foi. Et donc, lorsque nous tombons sur ces cas, nous sanctionnons systématiquement. Parce qu'il arrive que l'ANM également organise des campagnes de vérification et va vers les commerçants pour leur demander de sortir les instruments. Et il se fait que sur le terrain, lorsque vous y allez, il y en a, ils ont 3-4 balances, ils sortent juste une balance ou 2 balances et on fait vérifier. Et dès que nous partons, ils sortent les autres balances. Et c'est ça qui justifie, c'est ça qui fait que nous devons régulièrement faire les contrôles inopinés pour voir ces cas-là, constater ces cas. Et lorsque nous constatons, nous sanctionnons. Alors, on voit un peu de tout chez les commerçants, des balances que vous ne connaissez pas, vous les découvrez du jour au lendemain. Est-ce que toutes les balances, on va dire, sont... est-ce qu'il y a des balances types que le commerçant doit avoir? Non, l'essentiel, c'est que cette balance réponde aux normes en ce qui concerne l'utilisation des instruments de mesure conventionnels, à l'opposé des instruments de mesure traditionnels, nous appelons des tongolos. Il y a différents types de balances. Il y a des balances mécaniques, il y a des balances numériques également aujourd'hui. Et tout type d'instrument de mesure qui permet de faire les attitudes de la quantité, ils amènent ça à l'ANM. Nous sommes capables donc de pouvoir les faire vérifier et les déclarer conformes ou non conformes aux normes métrologiques. Et le tongolo, c'est... Le tongolo, le règlement 8 de l'UEMOA portant système harmonisé des instruments de mesure l'a interdit. Donc, en principe, on ne devait plus avoir sur le marché l'utilisation du tongolo. Et dans ce cadre-là, nous poursuivons les sensibilisations pour faire comprendre aux consommateurs qu'ils doivent adopter désormais les instruments de mesure conventionnels, c'est-à-dire modernes. Mais vous et moi sommes d'accord que quand on va acheter les céréales au marché, c'est pas forcément avec les balances conventionnelles, c'est généralement avec le tongolo. Tout le monde est presque unanime dessus. Tout à fait. Mais nous poursuivons les sensibilisations, comme je l'ai dit tantôt. C'est interdit au niveau de l'UEMOA, donc nous poursuivons les sensibilisations. Vous savez, c'est une pratique ancestrale, culturelle et sociologique, je dirais. Donc, nous allons poursuivre, nous allons pouvoir gagner la bataille. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, aux consommateurs, mais également aux commerçants? Oui, je voudrais dire aux commerçants, d'abord aux consommateurs, je voulais les appeler à la vigilance. Lorsque vous allez dans les points de vente et que vous devez vous faire servir par un instrument de mesure, ayez un peu de la patience et voir si cet instrument de mesure est à l'étiquette verte de l'ANM. Parce que c'est ça l'indicateur, c'est ça qui prouve au niveau de l'afficheur ou du cadran de l'instrument de mesure que cet instrument a été objet de vérification météorologique et que c'est déclaré conforme. Donc c'est la vignette verte. Et lorsque vous tombez sur des cas de non-conformité, vous avez la latitude de saisir l'ANM et nous descendons sur le terrain pour faire... De toutes les façons, actuellement, nous avons déjà fait tout le territoire national, certaines grandes villes, et actuellement, nous sommes en train encore déjà de reprocéder à la descente dans les mêmes départements pour refouiller davantage parce que nous n'avons pas la certitude d'avoir déjà tout fini. Très bien. Merci beaucoup à vous, Abdelmajid Adelakoum. Vous êtes le responsable à la communication de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité. Merci. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci. 5 sur 7 matin. Allez, on va prendre une vraie pause et derrière, on va revenir pour la suite de cette émission. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue, un peu de culture dans cette émission. On vous parle du trône de Béhanzin, une œuvre qui retrace l'histoire du roi Béhanzin depuis sa prise de pouvoir jusqu'à sa capitulation et son départ pour l'exil en Martinique. C'est une comédie musicale, un beau portrait qui échappe au manichéisme et qui propose une entrée historique aux amoureux d'histoire et de culture. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur 5 sur 7 matin Amir Ali. Il est directeur artistique, je l'espère, de la comédie musicale Le Trône de Béhanzin. J'ai pris le risque de mettre directeur artistique. Bonjour et bienvenue Amir. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et vous-même? Ça va. En réalité, je suis producteur. Producteur, d'accord. C'est Nasty Nesta qui est directeur artistique. Qui est le directeur artistique. Tout donc vous fait. êtes le producteur donc, de la comédie, de cette comédie musicale. Mais avant, la question que tous les Béninois se posent, Amir, c'est un visage qu'on connaît dans l'univers du rap. Que cherche un rappeur dans la comédie musicale? Bon, en fait, c'est un prolongement de ma carrière. Et c'est pas si différent que ça en réalité parce que tout au long de ma carrière, j'ai toujours voulu mettre en avant
le Bénin, la culture béninoise, nos traditions. Peut-être que les gens ne l'avaient pas perçu, mais je suis un vrai patriote. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est important de faire un spectacle qui retrace quand même la vie de un de nos héros, un de nos symboles de résistance, de royauté. Et donc le faire en musique, en théâtre et en danse, c'est quelque chose d'original. Et donc je me suis dit que j'allais tenter le coup et ça a bien marché. Et l'idée a germé comment? Assez naturellement, je ne saurais vous expliquer. Juste que je me suis réveillé un matin avec cette idée en tête, créer un spectacle qui allait donc relater cette histoire qui est assez incroyable. On a la chance au Bénin d'avoir des vrais héros, des vraies histoires que nous n'avons pas toujours mis en avant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à la jeunesse de le faire, parce que sinon, la génération d'après ne sera pas au courant de tout ce qui s'est passé. Et donc, j'ai participé au Challenge Fund de CMS City, qui était initié avec la Banque mondiale. Et donc, j'ai eu un financement qui m'a permis de commencer à réaliser cette comédie musicale. Alors, vous arborez une casquette sur laquelle il y a le trône de Béhanzin. C'est ça. On peut s'imaginer, peut-être, en faisant des ramifications, que l'idée a germé dans votre subconscient avec le retour des biens culturels. C'est possible. Écoutez, c'est un enchaînement de bonnes nouvelles qui se sont mises les unes après les autres. En réalité, moi, j'ai passé en fait le pitch de mon projet, je crois, avant le retour des œuvres culturelles. Mais tout cela s'est, je dirais, suivi. Et je me suis dit que j'étais vraiment sur le bon chemin. Et même après, quand j'ai vu qu'il y a les Américains qui ont fait Woman King, qui sont aussi sur les Amazones. Donc les Amazones, c'est la royauté du Bénin, c'est Assirangbe, c'est Béhanzin, et ainsi de suite. Je me suis dit vraiment, le Bénin a le buzz aujourd'hui. Et donc, à moi de mettre un peu ce que je peux apporter dans ce buzz-là pour que ça puisse rayonner encore plus. Surfer sur la vague. Peut-être pas surfer sur la vague, mais être la vague. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, on va voir à quoi ressemble un peu le trône de Béhanzin. Vous avez déjà fait plusieurs performances, mais il y a une que vous avez réalisée devant un public hétéroclite, un public cosmopolite. C'était à l'occasion de l'inauguration du Sofitel, devant 600 personnes. On va revoir un tout petit extrait de cette performance. Regardez. Mi janu kujanu bedesu mi basu sunu e ahasu mi janu kujanu bedesu mi basu sunu e ahasu todo mitole ni towe dagwe ko fifa no nuwe ahasu e ni towe qui oserait regarder le Dahomey avec mépris et toute sa lignée gardera un souvenir effroyable. Arrête-moi ça. Et tu me le maman quoi? Et tu le mets que tu as comme tu es comme ça grandi des bois. Ah, tu me ah, c'est bien que mais n'a plus bon mais je te que ta bouche ne prononce plus jamais de telle insanité sur le roi de Perle. Nous sommes en guerre. Et mon corps appartient au sabre qui découpe l'ennemi. Pas. Allez. Pas. S'il te plaît, ne parle pas. Akoi. Béhanzin boy dile. Ake toi ke fo. Ake fo lae ma ku. Onu kulute ma goho na lemo. Emno ho fora ki me bono bio kuna. Tout le peuple du Dahomey s'incline devant Kondo. Même de l'autre côté de la mer, ils sont près de Kondo. Hey, hey, Kondo. Porter la liberté de mon peuple sur le monde. C'est un cadeau, c'est un... Voilà à peu près donc, on va dire un court extrait, on ne va pas dévoiler tout le spectacle, on ne va pas le spoiler, allez voir. Est-ce que la comédie musicale est un genre qui intéresse les Béninois, de ce que vous avez pu voir avec votre expérience? Oui, totalement. Je pense que même au-delà du fait que ça soit une comédie musicale, c'est l'histoire du roi Béhanzin. Donc c'est notre histoire à nous-mêmes. Donc déjà, leur histoire les intéresse beaucoup. Sauf qu'il faut les amener à cela. Au Bénin, on a eu beaucoup de théâtres qui étaient très élitistes, qui n'intéressaient que les étrangers, par exemple, les expats. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous les Béninois puissent
aimer ce style d'art, surtout que la comédie musicale, c'est un peu nouveau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du théâtre, mais également c'est de la musique, c'est de la chorégraphie. C'est vraiment un spectacle entier qui rassemble tout cela, qui est sur scène, qui est joué en réalité. Nous, on est plus de 30 personnes sur scène. Alors là, au Sofitel, c'était une mini représentation. Mais sur scène, c'est beaucoup plus impressionnant que ça, avec notre propre décor au Palais des Congrès. Nous sommes déjà à la 4e représentation qui aura lieu le 18 avril. Donc non, on est vraiment content. On a commencé une tournée. On était à Porto Novo en janvier et on va faire toute la ville du Bénin avant d'aller à l'extérieur. Donc je pense que les Béninois apprécient fortement et ça les rend encore plus fiers de ce qu'ils sont. Alors en décembre dernier, à l'inauguration du Sofitel, juste après cette mini-représentation, on vous a chopé. Vous étiez tout content comme un tout petit garçon qui venait, on va dire, de réaliser quelque chose de grand. Vous avez attendu notre micro. On va voir si les discours ont changé. Regardez. C'était un grand plaisir pour nous. C'est un public qui vient du monde entier, un public également local, des gens de qualité, des gens qui ont cherché à voir ce dont il s'agissait et qui ont pu voir qu'on a travaillé pendant longtemps sur ce symbole, sur ce héros national qui est le roi Béhanzin. Et ça donne envie en fait de voir le spectacle par la suite. C'était une opportunité très intéressante pour nous, le Sofitel qui nous a fait signe pour faire ce spectacle pour son inauguration au Bénin. Donc on a été très contents de pouvoir le faire et de remplir ce défi-là. Et nous allons partir bientôt en tournée dans tout le Bénin à l'international. Et vraiment, c'est super pour le Bénin. C'est cette image-là du Bénin qu'on veut vendre. Aller en tournée à l'international, où en êtes-vous avec ce projet? On commence d'abord par le national. Donc c'est ça qui pour nous, au jour d'aujourd'hui, est le plus important. Donc comme je vous disais, on est à la 4e date. Et on veut en faire 12 au total dans les principales villes. Donc la prochaine sera le 18 avril au Palais des Congrès, une fois de plus. Et par la suite, donc, on ira vraiment dans le monde entier. On espère les Antilles, parce qu'il y a beaucoup... il y a un peuple noir très, très présent là-bas qui ont envie de se rapprocher de leur histoire. Et puis, le roi Béhanzin est passé par la Martinique aussi. Après, nous irons également en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud également. Donc, on ne veut s'arrêter nulle part pour faire la promotion de notre histoire. Vos 4 dates, c'était à guichet fermé? Tout à fait, enfin les 3 premières en tout cas. Les 3 premières. Les 3 premières, donc nous avons fait le 26 juillet, le 22 décembre, le 19 janvier et donc le 18 avril au Palais des Congrès. On espère que ça sera également plein. Après la représentation, est-ce que vous passez un moment à discuter avec les spectateurs pour écouter ce qu'ils pensent de votre façon de raconter ce récit-là du roi Béhanzin? Oui et non. Nous avons eu beaucoup de retours de personnalités qui sont vraiment intéressées par cette histoire-là. Et il y a des gens qui ont leur point de vue. Il y a une histoire factuelle qui est celle que nous allons raconter, mais nous allons rajouter également des choses de l'ordre de, entre guillemets, la fiction, pour rendre ça encore plus intéressant, plus attrayant, plus divertissant. Il y a de la musique aussi. Donc on se met à la place du roi Béhanzin à certains moments pour savoir ce qu'il a pensé lorsqu'il était trahi par les siens, lorsqu'il a commencé les combats, lorsqu'il était avec ses femmes, ainsi de suite. Donc c'est des choses qu'on ne connaît pas obligatoirement, mais c'est ce que nous avons essayé d'imaginer. Donc il peut arriver que certaines personnes préfèrent une autre manière de raconter cette histoire, mais nous, c'est notre point de vue. Et puis dès lors qu'on ne fait pas de mal à la légende qu'est le roi Béhanzin, je pense que cela se respecte. Alors, on a vu des acteurs jouer dans ce spectacle-là qui sont bien connus du microcosme du théâtre au Bénin, notamment Nicolas Huenou de Travaux. Mais celui dont on connaissait moins les capacités ou les compétences d'acteur, c'est Ignace Dométoc. Comment est-ce que vous l'avez convaincu de prendre ce rôle, qui est le rôle central de cette représentation? Je dirais que c'est la chance. Nous, dès qu'on a commencé à réfléchir à cette comédie musicale, la première personne qui nous est venue en tête, c'était lui. Et on s'est dit que... Pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est un grand artiste, déjà, quelqu'un qu'on appréciait, et aussi parce qu'on trouve qu'il y a une ressemblance physique avec le roi Béhanzin, qui est encore plus vrai et réaliste quand on le voit dans le spectacle. Et donc, si ce n'était pas lui, on ne savait vraiment pas qui ça serait. Donc, on voulait quelqu'un qui ait la capacité de jouer, de chanter, et c'est tombé sur lui, il a accepté directement, et je pense que c'est quelque chose qu'il avait toujours voulu faire, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit par la suite, et vraiment il est incroyable dans la pièce, il faut venir voir.
Alors, on sait que généralement, pour des questions qui touchent à la culture, pour des questions qui touchent à la mémoire, à l'histoire, les gens sont vraiment tatillons sur des détails. Quand on prend alors le risque de raconter cette histoire vue, on va dire, d'un artiste urbain, on a envie vu de l'œil, du regard d'un artiste urbain, est-ce que ce n'est pas un gros risque qu'on prend aussi par ailleurs? Tout à fait. Je pense que beaucoup ont pensé au début que je voulais faire un spectacle hip-hop, mais ce n'était pas le cas. En fait, en réalité, moi, j'ai voulu marier des mondes. Nos traditions avec le côté un peu contemporain, la modernité. Et parce que c'est ce que nous sommes. Il faut toujours continuer à regarder derrière, mais il faut regarder aussi en avant. Il faut regarder aujourd'hui également. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir mettre tout ce qui est des chants traditionnels avec des chants qui ont été créés, qui sont plus... je dirais, d'aujourd'hui, finalement. Et on a réussi à faire ce mélange-là, même au niveau des danses. Le metteur en scène, donc c'est Didier Sedohan Assegandé, qui a fait vraiment un très beau travail en termes de mise en scène. Il y a également la chorégraphe Rachel Agbossou, qui a fait un très beau travail aussi pour tout ce qui est des danses. Nous avons Achille Senifa, qui lui a fait le décor, la scénographie. Nous avons une jeune styliste qui s'appelle Andy Christ, qui elle aussi a réussi à faire des choses avec le Bénin d'avant et le Bénin d'aujourd'hui. Et donc, je pense que le mélange a été réussi. Et on est toujours, en tout cas, en train d'essayer de changer, d'améliorer. Et je pense que ça sera de mieux en mieux à chaque fois. Ça aurait peut-être pas été superflu d'avoir un peu de rap aussi dans la comédie musicale, non? Il y en a. Folo Gozo joue dans la comédie musicale également. Et il y a une partie où il y a un morceau de rap où il demande au peuple de se lever pour aller se battre contre les colons français. Donc c'est un morceau rap. Et c'est un très beau morceau également. Alors, on vous a vu, vous avez été reçu par le chef de l'État, Patrice Talon, qui par ailleurs s'est vraiment positionné aujourd'hui comme le leader de la réappropriation de l'histoire du Bénin à travers notamment un certain nombre de chantiers patrimoniaux. Il y a aujourd'hui la place de l'Amazone qui est sous son inspiration. Il y a les Vodun Days. On vous a d'ailleurs vu sur les Vodun Days, vous avez bossé dessus ardemment. Est-ce que quand on est reçu par ce genre de personnage, on se dit quelque part... un peu tout est accompli? Tout n'est pas accompli, mais en tout cas, la plus grande partie est à notre niveau parce que, comme vous le savez, notre chef de l'État, c'est quelqu'un de très exigeant. C'est quelqu'un qui aime le beau, qui aime le béninois beau. Et donc, tout au long de cette aventure, nous, on s'est toujours dit, il faut absolument que cela puisse séduire le chef de l'État, qu'il puisse avoir des échos pour qu'il se dise qu'il est fier de nous et qu'il est content de ce que nous avons accompli. Il n'a pas pu être présent lors de l'avant-première, malheureusement, mais je pense que c'est quelqu'un qui suit tout ce qui se passe dans le pays, et encore plus, comme vous l'avez dit, ce qui est en rapport avec la mise en avant du pays et la réappropriation de notre histoire. Et donc, nous avons eu la chance d'être appelés pour qu'il nous félicite, pour qu'il nous encourage à aller encore plus loin. Et vraiment, pour nous, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et son leadership est partout, parce que même Semes City, c'est une agence qui a été créée lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et sans Semes City, ce projet n'aurait pas pu être réalisé. Donc, on est content. On a fait du rap longtemps dans ce pays. Et on n'a pas beaucoup été accompagné par la culture. Et bien évidemment, c'était avant le nouveau leadership. Et on est vraiment heureux qu'aujourd'hui, on puisse dire au Bénin que peu importe ce que tu fais, d'où tu viens, si tes idées sont bonnes, si tes réalisations sont bonnes, alors elles seront prises en compte. Et ça, c'est super. On sait que le chef de l'État, quand on est proche de lui, c'est un personnage très, très influent. Quand il vous a serré la main de sa voix du Stentor, qu'est-ce qui vous a soufflé à l'oreille? Il nous a dit beaucoup de choses. Nous étions dans une discussion qui a duré près de 1 heure. Donc, c'est ça encore qui est plus incroyable, c'est qu'il a pris le temps. Je suppose que le chef de l'État n'a pas que ça à faire, hein, mais il a quand même pris le temps de nous recevoir, de nous donner des conseils, des appréciations. Et véritablement, nous, on était sur un nuage après la fatigue, après la pression, après le stress. Se réveiller et puis dire « Ah, vous êtes attendu chez le chef de l'État à telle heure », c'était magnifique pour nous et ça restera gravé en nous pour toujours. Est-ce qu'entre la première représentation et celle qui aura lieu dans quelques jours, il y a eu des réajustements dans la mise en scène? Oui, totalement. Bon, vous savez, c'est un spectacle qui dure un peu plus d'1h30. Et nous devions essayer d'écouter ce qui a été un peu dit à gauche et à droite pour l'améliorer. Et donc, on est toujours, comme je vous le disais, en constante évolution pour vraiment atteindre le but ultime. Parce qu'on veut que ça soit compris au Bénin, mais on veut aussi que ça soit compris à l'international. Ce n'est pas que nous allons changer pour les étrangers, non. C'est que nous allons quand même essayer de rendre ça
plus digeste pour tout le monde. Et on a rajouté également des nouvelles chansons. Il y a des idées en termes de costumes aussi qui sont en train d'arriver. Donc ça veut dire qu'il y aura des nouvelles chorégraphies également. Donc ça sera un spectacle légèrement différent de ce que les gens ont déjà vu le 26 juillet, le 22 décembre et le 19 janvier. D'accord. Alors, Amir Ali, on rappelle les dates rapidement. C'est le 18 avril. C'est ça, le vendredi 18 avril à 19h30. Le spectacle va commencer à 20h. Donc, il faut que les gens viennent à l'heure. Et ça sera au Palais des Congrès, dans la salle rouge. Nous allons faire le meilleur de nous-mêmes. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, comme je vous le disais, il y a Don Métoc, il y a Folo Gozo, il y a des acteurs légendaires. C'est une mise en scène contemporaine qui respecte également les traditions. Et vraiment, j'invite tout le monde à venir voir ce spectacle parce qu'on a vraiment travaillé dur dessus et je pense que le retour des personnes qui le voient nous réconforte dans notre mission. Merci beaucoup à Amir d'être passé sur 5 sur 7 matin, partagé avec nous, on va dire... sur cette date, sur la comédie, votre production, Le Trône de Béhanzin, qui est une comédie musicale pour se réapproprier l'histoire. Vous passez une excellente journée, on vous souhaite beaucoup de courage dans la suite. Je peux préciser où est-ce qu'on peut trouver les tickets, peut-être, ou si ça ne vous dérange pas. Allez-y. C'est possible. Alors, les tickets sont disponibles sur www.letronedebéhanzin.bj. D'accord. Et également, le week-end, nous sommes au stand... à Erevan d'une marque que je ne pourrais pas citer, mais dès qu'ils arrivent là-bas, ils verront les gens vendre les tickets. Très bien. Merci Amir et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. 5 sur 7 matin, allez, on va continuer dans cette lancée, on va continuer par parler de culture, mais on parle à présent de littérature avec le Grand Prix littéraire du Bénin. Ce sera vraiment sans transition. On retrouve mon invité, Teddy Gandibé, il est journaliste culturel. Bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion, forum qui sera tenu malheureusement aujourd'hui par un seul invité. Nous parlons du 6e Grand Prix littéraire du Bénin, créé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et mis en œuvre par l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture. Eh bien, c'est un prix c'est une compétition annuelle qui célèbre l'excellence littéraire béninoise. Depuis sa création, cette manifestation s'impose comme un véritable tremplin pour les auteurs béninois en mettant en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire. On évoque ce 6e Grand Prix avec Teddy Gandibé, qui est journaliste culturel, mais qui est aussi par ailleurs lauréat du 5e Grand Prix de critique littéraire, le prix Jérôme Carlos. Bonjour et bienvenue Teddy. Bonjour Eban et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Le Grand Prix littéraire du Bénin, il fallait le remettre en selle, on va dire, cette distinction, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, il faut quand même relever que c'est l'une des plus hautes distinctions en matière de littérature au Bénin, initiée bien sûr par le gouvernement à travers son ministère de tutelle, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et donc cette année, ils ont délibéré le nom des lauréats de la 6e édition de ce prix. Et ils sont au total 4. L'un dans la catégorie écrivain, l'autre dans la catégorie essayiste, qui est d'ailleurs la nouvelle catégorie qui est ajoutée. Et puis, il y a également la catégorie prix Jérôme Carlos, qui est la catégorie réservée aux journalistes du pays, donc du meilleur journaliste chroniqueur littéraire du Bénin. Et puis, il y a la dernière catégorie qui concerne les maisons d'édition. Et donc, on a compris que le gouvernement, quand même, a mis le pied à l'étrier depuis un certain temps pour promouvoir la chaîne du livre et ses acteurs. Alors, pour faire le récap, on a le prix de la fiction littéraire décerné à l'ouvrage Confluence de Fousseni Tanko Banakoroji, le prix Paul Azouma de l'essai attribué à Émeric Patrick Efibolet pour son ouvrage intitulé Politique culturelle au Bénin, publié aux éditions Dagan, laquelle maison d'édition d'ailleurs a obtenu le prix de l'éditeur. Et enfin, le prix Jérôme Carlos de la critique littéraire qui est décroché par le journaliste culturel, mon collègue d'ailleurs de KIF FM, Jacques Laleye. On va revenir sur cette cérémonie avec Arnaud Adadia. Ces passionnés de la littérature et les responsables en charge de la culture au Bénin sont là pour les résultats du grand concours, Grand Prix littéraire du président de la République. Aujourd'hui, nous officialisons les lauréats
mais ils ne vont pas rentrer en possession de leur prix. Une cérémonie officielle est prévue pour les célébrer et nous allons les tenir informés parce qu'on souhaiterait avoir leur présence. Vous avez constaté qu'il y a certains qui ne sont pas présents aujourd'hui. C'est ainsi qu'après délibération, le jury proclame Émeric Patrick Efibaudet, premier prix, Paul Azoumen de l'essai, avec le thème politique culturelle au Bénin. Jacques Adéchina Laleye, lui, il est agent de la SRTB. Il décroche le premier prix Jérôme Carlos de la critique littéraire. La maison d'édition, les éditions Dagan, part avec le premier prix de l'éditeur. Et le captivant écrivain, auteur de Confluence, Fousseni Tanko Banakoroji, part avec le prix des prix, le premier prix Jean Plia de la fiction. Et lorsque vous lisez ce roman, Confluence, vous êtes porté vers ce partage de la folie qui fait que nous autres hommes faisons l'effort de rester des gens loyaux, des gens honnêtes, des gens purs. Vous vous rendez compte, un fou qui fait la morale à une dame bien normale. Une femme qui est à la recherche de la maternité. Elle a fait 4 mariages successifs sans succès. Alors, elle a appris par les rumeurs qu'il y a certaines femmes, en s'approchant des fous, des marginaux, ont eu la chance d'enfanter. Elle va trouver ce fou-là. Et malheureusement, ce dernier refuse. On a voulu labelliser les prix littéraires, c'est-à-dire donner des noms connus de la littérature béninoise à certains prix pour les valoriser et pour que le public perçoive leur importance dans l'histoire de la littérature béninoise. Donc aujourd'hui, c'est un chemin pour nous d'encourager fortement ces prix littéraires, de sorte à ce qu'il y ait davantage de la communion entre les populations et les créateurs d'œuvres d'esprit. Stimuler l'esprit et pourquoi pas l'encre à continuer de produire pour le bonheur du public, le Grand Prix littéraire du président de la République met en valeur la chaîne de production des œuvres d'esprit. Alors, Teddy Gandigbe, pour vous qui a été lauréat en 2023, qu'est-ce que cette distinction représente? En réalité, je le disais il y a quelques instants, c'est la plus haute distinction qui célèbre les acteurs du livre et donc la chaîne du livre au Bénin. Mais il faut quand même retenir que lorsque vous êtes lauréat d'un tel prix, cela vous lance dans un nouveau défi. Le défi selon lequel il faut quand même travailler davantage pour rehausser, nous sommes d'accord, la promotion de l'image de la littérature aussi bien au plan national qu'à l'international. Parce qu'à partir du moment où vous êtes distingué par ce prix, au départ, peut-être vous êtes un journaliste qui donnait de l'intérêt à la production littéraire et qui donnait aussi de l'intérêt à sa promotion. Mais dans le même temps, à partir du moment où vous êtes devenu distingué de ce prix, vous avez le lourd, la lourde responsabilité, autant pour moi, de travailler davantage, de vous investir davantage, parce que vous serez appelé pratiquement sur presque tous les médiums, pratiquement sur tous les podiums pour parler de la littérature et de tout ce qu'il y a autour. Et donc, vous êtes obligé de vous cultiver davantage, vous êtes obligé de vous sentir, disons, investi d'une mission. Et à partir de ce moment-là, c'est sans repos et c'est sans répit. Est-ce que la littérature, c'est difficile? La littérature n'est pas difficile et ce n'est pas facile non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand on a perdu toutes ses casquettes ailleurs, il faut venir se réfugier dans le système de la littérature. Ce n'est pas évident, parce que quand vous venez, il y a aussi des défis à relever, il y a aussi des choses qui s'imposent à vous et vous serez forcément contraint de le faire, parce qu'en réalité, vous savez qu'aujourd'hui, la lecture, c'est la chose la moins faite par la majorité des gens. Et donc, la lecture, c'est déjà l'exercice fastidieux que vous allez rencontrer lorsque vous venez dans le monde de la littérature. Et au-delà de ça, on va mettre peut-être à l'épreuve votre sens d'analyse, votre sens de jugement. Et à partir de ce moment aussi, vous allez vous rendre compte que tant que vous ne vous cultivez pas, vous n'aurez pas forcément la manière de dire les choses, ou vous n'aurez pas forcément aussi les outils nécessaires pour analyser ou faire quoi que ce soit dans le monde de la littérature. On en est maintenant, on va dire, au 6e Grand Prix littéraire du Bénin dans sa nouvelle mouture. Bien sûr.
parce que le Grand Prix littéraire, ça a quand même existé, non, par le passé. De par le passé, ce n'était pas forcément le nom Grand Prix littéraire qui lui était affecté. Exactement, ça a changé plusieurs fois de nom. Et le dernier nom en date que ça avait pris avant d'être Grand Prix littéraire du Bénin, c'était le prix du président de la République. Et c'était vraiment le président de la République qui décernait ce prix aux meilleurs écrivains du pays. Après, avec le temps, on a réfléchi et on s'est dit que il y a quand même plusieurs personnes dans la chaîne de la promotion du livre, et donc pourquoi ne pas penser à ceux-là aussi qui travaillent dans l'ombre pour que l'auteur soit auteur qu'il est sur la plateforme sociale. Et donc, on a pensé à la maison d'édition qui s'occupe forcément de la relecture des manuscrits de l'auteur et de sa publication. Et puis, on a pensé également aux journalistes qui, dans l'ombre aussi, font un travail énorme pour pouvoir promouvoir l'auteur et son écrit. Et donc, tout ça réuni, on a ajouté l'essayiste qui, lui aussi, porte un regard d'analyse et de critique sur les ouvrages de façon universitaire, peut-être. Et justement, celui qui a été primé pour le compte de cette édition dans la catégorie essai, c'est bien Émeric Patrick Efi-Bolet, qui est enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi. C'est dire que le Grand Prix littéraire n'est pas confiné que dans la littérature, mais c'est également ouvert aux sciences sociales. Bien entendu, parce qu'on aurait peut-être pu s'attendre à un enseignant ou à un dictateur didacticien, j'allais dire, des lettres modernes, parce que c'est là le cocon même de la littérature à l'université d'Abomey-Calavi. Mais celui-là, il vient de l'histoire, du département de l'histoire. Vous voyez, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est une manière pour le gouvernement de donner l'opportunité à toutes ces personnes qu'ils soient dans le monde de la science dure ou de la science assez fluide, comme la littérature et autres choses. Les sciences humaines et sociales. Exactement, de se donner à l'exercice. Tant qu'ils sont passionnés de la littérature, tant qu'ils ont les fibres nécessaires pour manipuler les choses de la littérature, on leur donne l'opportunité, nous sommes d'accord, d'aller dans ce champ, de s'affirmer, de se montrer. Et je pense que c'est ça qui a fait le cas de Efi-Bolet, qui aujourd'hui se retrouve être Grand Prix littéraire dans sa catégorie, dans la catégorie essayiste. Et je pense que pour les fois à venir, pourquoi pas, on ne va pas les retrouver dans les autres départements tels que les Sciences Po, tels que, disons, les CBG, et pourquoi pas les lettres modernes aussi. Voilà. Alors, justement, mon cher Teddy Gandigué, depuis que ce Grand Prix littéraire a commencé par être décerné, je n'ai pas souvenance que quelqu'un l'a déjà gagné successivement ou à 2 reprises. Non, à 2 reprises, non. À 2 reprises, non. Ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, parce qu'à chaque année, ça révèle toute une surprise. Bon, je peux dévoiler ça maintenant parce que ce n'était pas possible avant. J'ai eu la chance d'être dans l'un des jurys de cette année. Et je pense que le travail a été énorme pendant qu'on était en train de discuter de qui allait gagner ou qui n'allait pas gagner. Mais franchement, il faut quand même avouer qu'on a rencontré des candidats qui ont de la trempe. Et on a rencontré des candidats, on a rencontré des productions que vraiment, ça a été vraiment difficile pour nous de départager les candidats. Et c'est cette surprise que les Grands Prix littéraires révèlent à chaque année. Et puis, on sait que le comité scientifique qui travaille derrière est quand même de très haut niveau et de qualité. On a pu voir Florent Kwaouzouti, qui est par ailleurs conseiller technique du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. On a vu Daté Atavito Banabé Akaï, célèbre et brillant et écrivain. Quand on voit ces personnes, on va dire dans le sérail, dans le chaudron, dans le système, on se rend compte qu'il y a forcément de la rigueur scientifique qui accompagne. Il faut quand même faire remarquer aussi que tous ceux qu'on rassemble dans ce sillage pour faire le travail de l'ombre avant que les lauréats ne soient affichés au grand public sont des gens quand même avertis. C'est des gens très avertis qui s'y connaissent en la matière. Et donc, ce n'est pas un prix où on vient pour peut-être surfer sur de la banalité pour pouvoir évoluer. Non, quand on est dans les sillages de ce prix, c'est que le gouvernement s'assure que tous ceux qu'on a réunis sont des personnes quand même qui ont de la matière à revendre et on les met à l'œuvre pour qu'ils puissent travailler à ce que les lauréats qui pourront sortir disons, des délibérations soient quand même des lauréats représentatifs, des lauréats qui ont de l'étoffe pour pouvoir défendre la littérature aussi bien au Bénin qu'ailleurs. Justement, on dit aujourd'hui que de plus en plus
la littérature est en train de quitter les habitudes, ou du moins la lecture est en train de quitter les habitudes de la jeune génération. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les intéresser à la chose? Je pense que l'une des meilleures manières de procéder pour pouvoir amener encore la jeunesse à cette lecture ou à la littérature de façon globale, c'est déjà ça, l'émulation qu'on a créée au sein des acteurs ou des bibliophiles de la littérature au Bénin en créant ce Grand Prix littéraire qui aujourd'hui quand même donne de l'envie à beaucoup de personnes parce que moi, il y a 2 ou 3 ans en arrière, il n'y avait pas la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire. C'est à partir du moment où cela a été décidé par le ministère que voilà, les journalistes ont commencé par travailler d'arrache-pied pour pouvoir aller se faire une place sur ce trône. Et comment justement ce prix est décerné? Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est que pour être dans la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire, par exemple, il faut être un journaliste constitué au Bénin, c'est-à-dire détenteur de la carte de presse. Aujourd'hui, le nouveau code du numérique reconnaît quand même aussi des parajournalistes tels que les blogueurs et beaucoup d'autres personnes. Et donc, vous pouvez produire votre œuvre dans les canaux, les différents canaux que vous utilisez pour pouvoir passer des informations au public, en étant dans les règles établies par, disons, ou reconnues du moins dans le système de la communication au Bénin. Au-delà de ça, il faut quand même aussi avoir, disons, un certain nombre d'étoffes pour pouvoir faire un travail de qualité, parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas du tout question de venir faire de la banalité, encore moins de faire des choses qui ne soient pas assez appréciables pour pouvoir se donner cet espoir d'aller décrocher ce prix. Parce que ce prix, je vous le rappelle, ça a porté le nom du prix du président de la République, donc ce n'est pas du n'importe quoi, et donc il faut forcément travailler d'arrache-pied, donner de l'étoffe, montrer qu'on maîtrise la matière, qu'on peut manipuler la matière, et c'est à ce seul prix que, voilà, évidemment, vous serez nominé et distingué dans votre catégorie que vous avez choisie. Et les prix dans les différentes catégories sont porteurs de noms de dinosaures littéraires du Bénin. On parle du prix Jean Plia, de la fiction littéraire, on parle du prix Paul Azoumé, de l'essai, du prix Jérôme Carlos de la critique littéraire. Ce sont des noms qui sont bien connus du Sérail. Cette labellisation, c'est cette année seulement que c'est venu, et ça fait partie d'ailleurs des innovations que le ministère a compté apporter à cette distinction, qui est une distinction de très grande qualité. Et donc, mettre les noms de ces grosses figures que nous connaissons dans le monde de la littérature sur les différents prix qui sont désormais décernés, je pense que c'est une manière de leur rendre hommage, même si c'est à titre posthume, c'est une manière de leur rendre un grand hommage et de donner de la fierté à leur famille qui a permis au Bénin, à toute la nation béninoise, de les avoir sur l'échiquier de la littérature béninoise. Et donc, tous ceux-là dont vous venez de citer les noms, à savoir Paul Azoumé, à savoir Jean Plia, à savoir Jérôme Carlos et tout le reste, je pense que c'est des gens quand même qu'on a vu passer par ici, on a vu leur travail, on a vu leur production, la qualité de leur travail, et donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on en est, du moins, à mettre leur nom sur ces trophées pour que leur mémoire ne soit pas effacée, pour que leur mémoire perdure à travers le temps et l'espace. 2024, c'est le prix de l'année 2024 ce sont les prix de l'année 2024 qui ont été décernés tout dernièrement. Bien sûr, parce qu'en réalité, ça devrait être fait déjà depuis le mois de novembre dernier, sauf que, cas de force majeure, il y a eu enchevêtrement entre les événements. Il y avait les Vondis qui se préparaient, il y avait le festival de Porte-Nouveau qui était là, et donc il fallait faire beaucoup de choses, et c'était le même gouvernement qui fait tout. Et donc, ils ont voulu échelonner un peu pour que ça soit délibéré finalement. Mais je pense que le travail qui a été fait, si on n'avait pas avancé un peu cette édition comme ça, c'est qu'on allait peut-être finir par faire un travail de pied de carité, ce que le gouvernement n'avait pas voulu. Et donc, le ministère a eu le flair d'envoyer un peu loin la délibération, ce qui a été finalement fait. Et je pense que les différents lauréats dans les différentes catégories rentreront très bientôt en possession de leur prix et des distinctions qui sont autour. Et pour ceux qui veulent candidater pour l'édition 2025, c'est dès maintenant qu'il faut fuiter les armes. Exactement, parce que en même temps que la délibération de l'édition 2024 est en train d'être faite, ils en ont profité en même temps pour lancer l'édition 2025. Et donc tous les candidats, tous ceux-là qui ont voulu se faire une place sur l'un de ces trônes sont invités en même temps à commencer par travailler d'arrache-pied, à produire les œuvres, parce que dans les différentes catégories, il faut produire des œuvres. Si vous êtes dans la catégorie essayiste, il faut produire des essais, ça c'est évident. Si vous voulez être dans la catégorie de
l'écrivain. Il faut produire un livre, un ouvrage, soit de fiction, qui raconte quand même une histoire ou un recueil de poèmes, ou en tout cas tout ce que vous voulez pour pouvoir postuler. Et si vous voulez être dans la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire, il suffit de produire des chroniques littéraires, des analyses critiques sur la littérature béninoise et donc sur les ouvrages et les productions. Et là, vous serez forcément quelque part dans les arcanes pour être distingué. Qui va loin ménage sa monture. Si vous voulez aller décrocher ce Grand Prix, il n'y a qu'à affûter vos armes et à être dans les starting blocks pour que dès lors que le top sera donné, le top sera lancé, vous puissiez effectuer un bon sprint. Merci Teddy Gandigwe. C'est un plaisir. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous pour boucler la boucle. C'est Marcel Arrossi avec sa revue de presse. Marcel Arrossi à la une des analyses autour du dauphin de Patrice Talon. Certains médias en parlent encore. À un an de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, le climat politique se part d'une atmosphère feutrée où les spéculations vont bon train autour du profil du potentiel dauphin de Patrice Talon. Selon les analyses du quotidien Matin Libre, le dauphin de Talon devra réunir un ensemble de qualités rares. Il devra être, par exemple, un technocrate expérimenté, capable de gérer avec rigueur et loyauté les rouages complexes de l'État, tout en incarnant un libéralisme moderne qui place l'individu au cœur du développement national, fort d'une solide formation académique en économie, droit ou développement durable et fort de son expérience politique ou administrative. Ce candidat devra également posséder l'aptitude à rassembler des segments divers de la population, surtout en temps de tension politique. Toutefois, un effet de surprise ne serait pas à exclure. Matin Libre évoque la même possibilité d'un candidat issu d'un consensus improbable entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, une figure discrète ayant servi les deux régimes sans jamais se positionner dans l'opposition. Une telle option, bien que risquée, ouvrirait la voie à un renouveau capable de faire l'unanimité dans un contexte politique où l'imprévisibilité reste la règle. Le choix du dauphin ne se fera pas dans le vide. Il devra s'inscrire dans une stratégie globale visant à maintenir la stabilité économique et politique du pays tout en répondant aux aspirations d'un électorat en pleine évolution. Patrice Talon, conscient de l'importance de ce moment charnière, ne laissera rien au hasard et veillera à ce que le candidat qu'il soutiendra perpétue les réformes ayant propulsé le Bénin à une altitude de croisière, tout en intégrant les innovations indispensables pour relever les défis futurs. Ainsi, alors que le suspense demeure entier, l'avenir politique du Bénin semble étroitement lié à ce choix stratégique qui, bien au-delà d'un simple transfert de pouvoir, pourrait redéfinir les contours du paysage politique national. Ainsi parle Matin Libre. Et puis la Nation pointe du doigt la réorganisation du transport en commun à Cotonou. Vous le savez, Cotonou évolue, ses infrastructures se modernisent, mais un problème persiste, le transport en commun. C'est le constat dressé par le quotidien de service public dans son édition du jour, soulignant les limites du système actuel et les espoirs d'une réforme très attendue. Aujourd'hui, les tokpa-tokpa et les taxis-motos émigrants dominent toujours le paysage urbain. S'ils sont accessibles et omniprésents, ces moyens de transport souffrent de nombreuses failles, surcharge, inconfort, insécurité, anarchie sur les routes. Témoignage à l'appui, le journal met en lumière les difficultés des usagers. Il faut parfois 1 heure pour parcourir un trajet de 20 minutes, déplore un commerçant du marché d'Antokpa. L'article revient également sur le passé du transport urbain à Cotonou dans les années 80 et 90. Par exemple, la compagnie Albatros proposait un service structuré avec des horaires fixes et des arrêts bien définis. Une organisation disparue avec la montée du transport informel. Plus récemment, Ben Afrique a tenté de relancer un réseau moderne, mais l'initiative n'a pas résisté aux défis économiques. Aujourd'hui, la pression est forte pour structurer un réseau de transport efficace et sécurisé
réalisé. La nation rappelle que depuis 2019, le programme politique de transport en Afrique soutient les efforts du gouvernement béninois. Dans ce sens, pour les experts interrogés, un réseau de bus bien organisé pourrait désengorger la ville, réduire la pollution et améliorer la sécurité des usagers. Mais la question reste donc en suspens. La métamorphose de Cotonou passera vraiment par une révolution du transport public. En tout cas, les attentes sont grandes et la modernisation du secteur semble incontournable pour accompagner le développement de la ville. Et puis elle a eu en interactualité un nouveau rapprochement franco-algérien. Les relations entre la France et l'Algérie oscillent entre rapprochement stratégique et crispation historique. Après plusieurs mois de tensions, les deux présidents ont récemment renoué le dialogue, signe d'une volonté de relancer les relations bilatérales marquées par des intérêts communs, mais aussi par des différends persistants. Selon Maghreb Online, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune s'accordent sur la nécessité d'un dialogue fondé sur des intérêts naturels en matière de sécurité et de politique régionale. La stabilité de la Méditerranée et de l'Afrique est en jeu et les deux nations, acteurs majeurs sur ces territoires, affichent leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies. Le journal Le Pays, depuis le Burkina Faso, adopte une approche plus critique comparant la relation entre Paris et Alger. Audio iconique, Tom et Jerry, un jeu de rapprochement et de conflit incessant. Cette énième tentative de relance intervient dans un contexte délicat, notamment après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui avait provoqué l'ire d'Alger. L'avenir de cette coopération reste donc incertain et les prochains mois seront déterminants pour évaluer si ce rapprochement est une véritable réconciliation ou une simple trêve diplomatique. Merci beaucoup Marcel Arrossi. C'est moi. Et on se retrouve lundi prochain. Avec le même plaisir. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce mercredi 2 avril 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier. On retrouve demain la dame Rachida Biommoment qui sera aux commandes. Quant à moi, on se retrouve lundi quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. Ici, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.